durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Aujourd'hui, nous évoquerons l'aventure extraordinaire des plantes voyageuses. C'est d'ailleurs le titre du livre qui vient de paraître aux éditions Duno. Nous sommes avec l'auteur au Jardin botanique Jean-Marie Pelt de Villers-lès-Nancy, dont elle est par ailleurs directrice adjointe. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Katia Astafiev, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au Jardin botanique Jean-Marie Pelt. On est très confortablement assis. Il fait beau aujourd'hui sur ces petits sièges métalliques juste après l'entrée. Beaucoup de monde aussi pour parler avec vous de votre dernier ouvrage paru, L'aventure extraordinaire des plantes voyageuses. Alors j'ai envie de dire, à lire comme ça simplement le titre, on se dit bon, un livre de plus sur la botanique. Alors on ouvre un peu les pages, on arrive assez rapidement bien sûr au sommaire, et alors là forcément on est happé parce que je lis par exemple l'aventure James Bondesque d'une plante volée aux Chinois par un espion britannique. Là on se demande si on ne s'est pas trompé de livre, mais non, on continue. Enquête sur une plante qui venait du froid, et puis la dernière histoire, puisqu'il y a 10 petites histoires, vraies histoires en réalité. Il était une fois dans l'Ouest l'arbre le plus haut du monde. Et là on a quand même très envie de découvrir ce livre. On va essayer de le faire avec vous tout au long de cette émission, ici au Jardin botanique Jean-Marie Pelt. Quelle est l'idée d'origine globale de ce livre, Katia Astafiev ? Alors l'idée, bien sûr, c'est de parler de plantes, de botanique, mais aussi de voyage et d'emmener le lecteur à l'aventure autour du monde. Donc, on varie un petit peu les pays, les régions d'origine des plantes, le profil un peu des explorateurs. Donc, l'idée, c'est à chaque fois d'associer une plante à un personnage, à un explorateur ou un découvreur, souvent des gens qui ont une vie haute en couleurs, des personnages un petit peu atypiques, qui ont vraiment risqué leur vie pour aller découvrir de nouvelles espèces au bout du monde. Donc c'est un petit peu ça l'originalité, c'est de faire un portrait d'un personnage passionnant, avec une plante, parfois des plantes très connues comme la fraise, la rhubarbe, mais dont souvent on ignore l'histoire. Voilà. Et puis des plantes moins connues, par exemple je parle de la Rafflesia, qui est une curiosité botanique, qui est la plus grosse fleur du monde aussi. Alors, quand on parle de plantes voyageuses, pour un livre qui traite malgré tout de botanique, on verra que ce n'est pas que le cas, c'est aussi une approche liée à l'humain, bien sûr. Quand on parle de plantes voyageuses, on a peut-être plutôt tendance à penser aux plantes invasives, ces fameuses plantes invasives aujourd'hui qui, venues de pays étrangers, viennent coloniser comme ça un biotope, un environnement qui n'est pas le leur. Là, ce n'est pas le cas du tout. Alors là, c'est pas le cas du tout, c'est aussi une problématique très intéressante, mais bon, c'est pas du tout l'objet de ce livre-là. C'est plutôt de parler des plantes, effectivement de plantes pour certaines communes, mais on ne pense pas toujours qu'elles viennent du bout du monde. Je pense par exemple à la rhubarbe. Bon, c'est une plante extrêmement banale dans les jardins maintenant. Beaucoup de gens pensent que c'est une plante qui est peut-être française ou européenne, qui pousse ici depuis des siècles, que nos arrière-grand-mères faisaient déjà des tartes avec. Et c'est pas du tout le cas. Voilà. Donc ça, c'est une plante qui vient du fin fond du Tibet, de l'Himalaya, et puis qui a traversé toute la Chine et la Sibérie pour venir jusqu'à chez nous au XVIIIe siècle. Donc c'est assez intéressant. La fraise aussi, les fraises, pareil, qu'on connaît bien. Alors il y avait déjà des fraises des bois dans nos régions, mais la fraise, en tout cas les hybrides modernes que l'on consomme aujourd'hui, sont des croisements avec une fraise qui est arrivée du Chili. Voilà. Donc c'est vrai que dans les plantes voyageuses, on pense souvent aux plantes d'Amérique du Sud comme la tomate ou la pomme de terre, mais il y a plein d'autres plantes qui viennent d'ailleurs et qui enrichissent nos assiettes aujourd'hui. Alors on parle aussi bien pour les animaux que pour les plantes d'espèces endémiques, c'est-à-dire celles qui véritablement poussent là. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, Katia Astafiev, combien de plantes comestibles ou non au reste, sont endémiques en France par exemple, et combien sont
parmi ces fameuses plantes voyageuses? Alors ça, c'est une bonne question. Honnêtement, je ne vais pas vous dire de bêtises, parce que j'ai pas les chiffres en tête. Mais effectivement, il y a aussi en France plein d'espèces endémiques. Enfin, dans chaque région, on trouve des espèces endémiques, c'est-à-dire qui ne poussent nulle part ailleurs. On sait par exemple que dans les îles, il y a un très fort taux d'endémisme, puisque c'est des régions qui sont isolées du reste du monde. Après, l'endémisme est dû à des conditions aussi climatiques. Là, par exemple, je vous parle de la Rafflesia, la plus grosse fleur du monde. Bon, elle ne risque pas de pousser dans nos régions, puisque c'est une plante qui vit dans les régions tropicales. Et en plus, il y a des modes de vie très particuliers, qui parasitent une liane, tout ça. Enfin, voilà. Donc, il y a des plantes qui ont des conditions de vie qui font qu'elles poussent généralement dans certaines régions et pas ailleurs, quoi. Alors, à propos des plantes invasives, bien sûr, le problème qu'elles posent, c'est qu'elles sont précisément invasives. Donc, elles ont tendance à pousser un peu les autres et à occuper leur territoire. À quel moment est-ce qu'une plante s'acclimate et est considérée comme faisant partie du patrimoine végétal local? Quelle est la différence entre, par exemple, la fraise, qu'on ne peut pas considérer, j'imagine, comme une plante invasive, et puis, au contraire, d'autres plantes, je pense par exemple à la renouée du Japon, qui, elle, pose de véritables problèmes? Alors une plante, généralement, les plantes voyagent avec les hommes qui les ont rapportées volontairement, parfois involontairement, ça peut être avec les moyens de transport le long des voies ferrées, ça peut être avec les animaux, ça peut être collé aux chaussures. Oui. Exactement. Donc voilà, il y a plein d'introductions, plein de voyages des plantes partout dans le monde. Et en fait, les plantes invasives, finalement, ça concerne très peu de plantes, parce que déjà, il y a des plantes qui viennent d'ailleurs qui ne vont pas s'acclimater pour des raisons climatiques, tout simplement. Quoique avec les changements climatiques, ça va évoluer aussi. Mais évidemment, vous ramenez une plante tropicale qui a besoin de très forte chaleur, d'humidité, qui ne supporte pas le froid, vous la mettez à Nancy, il y a de fortes chances qu'elle ne passe pas l'hiver. Certaines plantes vont très bien s'acclimater, tant mieux, elles vont enrichir nos jardins, faire le bonheur des gens dans les jardins, les parcs. Et certaines plantes, mais alors ça va être un cas sur très très peu, va se plaire tellement, et effectivement pourrait devenir invasive. Alors c'est souvent le cas plutôt dans des milieux fragilisés, déjà où il y a de la place finalement, donc des zones de friche, des zones de transport, on en voit le long des autoroutes, des voies ferrées, dans des zones déjà un petit peu, des milieux fragilisés par l'homme, d'un coup il y a une ouverture et là hop, les plantes peuvent... Mais bon, c'est très peu de plantes finalement sur le nombre d'espèces qu'on connaît. Mais en réalité, c'est pas du tout... Voilà, finalement on parle de ça, mais c'est pas du tout l'objet du livre. Bon. On est bien d'accord, on va bien sûr y revenir. Les plantes voyageuses, Katia Astafiev, est-ce que on pourrait imaginer, puisqu'on parle aujourd'hui beaucoup de communication végétale, est-ce qu'on pourrait imaginer que les plantes se sont servies de ces aventuriers pour s'accrocher, pour pactiser avec eux et les charger, les instrumentaliser et faire en sorte que, involontairement, ils se chargent eux-mêmes finalement de colporter comme ça ces plantes à travers le monde? Bon, alors là, c'est de la botanique fiction. Là, voilà, c'est de la botanique fiction. Là, on n'en est pas là. Les plantes, même si on leur découvre, aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence des plantes. Moi, je parlerais plutôt de capacité d'adaptation des végétaux qui sont très étonnants. Mais enfin, une plante, ça reste une plante. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé le cerveau des végétaux. Et je vous incite vivement à lire le livre L'intelligence des plantes, qui vient de paraître, écrit par de mémoire. Stefano Mancuso, voilà, c'est ça. Katia Astafiev, votre livre, L'aventure extraordinaire des plantes voyageuses, paru chez Duno, qui vient de sortir, est préfacé de Francis Allais. C'est pas n'importe quoi, ça. Donc Francis Allais, effectivement, c'est un grand botaniste français qui a beaucoup travaillé sur la forêt, sur l'arbre, qui avait notamment, il est connu entre autres pour l'opération du radeau des cimes. Et donc effectivement, je le remercie encore d'avoir accepté de faire cette préface. Voilà. Et dans cette préface, il dit que votre livre est en réalité un livre qui traite d'ethnobotanique. Oui, dans le sens où je parle vraiment des liens entre l'homme et la plante. C'est pas simplement de la botanique au sens pur où on va vraiment donner une description de la plante. Là, ce qui m'intéressait vraiment, c'est le côté humain finalement et les liens entre l'homme et la plante. Donc c'est dans ce sens-là qu'on peut parler un peu plus d'ethnobotanique que de botanique pure. Puisque l'idée, c'était aussi de plaire en tout cas d'intéresser à la botanique un large public. C'est pas du tout un livre de spécialistes, au contraire. Il n'est pas nécessaire d'être botaniste pour s'intéresser à votre livre. Alors, ce sont 10 histoires qui racontent les histoires
de plantes liées à des explorateurs, des aventuriers. On a lu tout à l'heure quelques sujets, je peux en lire d'autres. Par exemple, l'histoire numéro 4, Grandeur et décadence d'une racine canadienne. Il y en a une que j'aime beaucoup, je la cherche. Ah oui, par exemple, la 2, le fruit d'eau dure apporté du Chili par un corsaire qui allait aux fraises. Ben voilà, on parlait des fraises à l'instant. Alors ce sont 10 histoires, Katia Astafiev. Pourquoi ces plantes-là, 10 parmi les centaines et voire les milliers d'espèces? Comment vous avez opéré ce choix? Alors, c'est un petit peu des coups de cœur sur des histoires. En fait, c'est l'histoire qu'il y a derrière, justement, qui m'a intéressée. Parce que, bon, les plantes, c'est sûr, j'aime bien les fraises, bon, j'aime bien la rhubarbe. Enfin, voilà, j'ai pas non plus une passion depuis toujours pour la rhubarbe en particulier, par exemple. Mais voilà, c'est vraiment toute l'histoire qui est derrière, qui est parfois méconnue. C'est surtout ça qui m'a intéressée. Et puis les personnages qui sont associés à ces plantes. Ils sont tous plus ou moins rock'n'roll quand même. D'ailleurs, voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est d'avoir des histoires intéressantes à raconter pour emmener le lecteur un petit peu en voyage, le faire un peu rêver. Et puis raconter des choses qui ne sont pas toujours trop connues. C'est ça qui est intéressant. Katia Astafiev, on va profiter bien sûr de notre présence ici au Jardin botanique, dont vous êtes la directrice adjointe aussi, j'allais dire, par ailleurs, vous ne faites pas que écrire des livres. Et puis, alors on va en profiter parce que, justement, je disais tout à l'heure, la première des histoires de ce livre s'intitule L'aventure James Bondesque d'une plante volée aux Chinois par un espion britannique. Tout est dans le titre, on comprend à demi-mot qu'il s'agit du thé. Voilà, c'est ça. On y va? On y va. Sur leurs chevaux de bois, plus personne ne monte. Vérole. On s'est croisés sur une route, sur un trajet, sans aucun doute. Il faisait beau, il faisait froid. On attendait coûte que coûte ces matinées que l'on redoute, en se frottant le bout des doigts. Tu m'as dit viens partons loin, là où la ronde des chemins nous laisse un peu ici et là. Tu m'as dit viens faisons au moins comme le faisaient les anciens, en souriant la tête en bas. On s'est perdu sur les allées du monde. Tu m'as parlé pour que mon âme vagabonde. Gamin déchu, je t'imaginais blonde, mais ma conscience évolue vite à chaque seconde. Je suis parti là où les anges passent, là où les dieux s'effacent, là où la vie est un mystère, originaire de mes arrières, avec mes idées fécondes. Je suis parti sur les sentiers du monde. On a repeint tous les voyages, des mille couleurs et de nappages, nos cœurs brillaient d'or et d'alliage. De ces richesses inégalées et la force au son de ta voix qui depuis peu guide mes pas. Je t'ai eu juste que pour moi, t'es lâché, t'es laissé voler, on s'est suivi bien libéré. Conscience en paix criblée des mois, entre les murs, sous tous les toits, fini les échelles et les lois. On s'est perdu sur les allées du monde. Tu m'as parlé pour que mon âme vagabonde. Gamin déchu, je t'imaginais blonde, mais ma conscience évolue vite à chaque seconde. Je suis parti là où les anges passent, là où les dieux s'effacent, là où la vie est un mystère, originaire de mes arrières, avec mes idées fécondes. Je suis parti sur les sentiers du monde. Les oreilles en colimaçon, on entend dire de toute façon dans les comtés d'un bloc tout rond. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Où depuis des générations, les hommes et les savants diront qu'on vit sans un souffle profond. Que la vie est trop éphémère et que les rêves et les chimères n'existent pas, qu'il faut se taire. Laisse
l'espoir en simple direction. On me dit fou, mais fou d'action. Je suis lancé comme un wagon à moitié vide. Nous sommes toujours au Jardin botanique Jean-Marie Pelt à Villers-lès-Nancy avec vous, Katia Astafiev, dont vous êtes la directrice adjointe, mais aussi peut-être surtout auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, L'aventure extraordinaire des plantes voyageuses, qui vient de paraître chez Duno. Et alors on est là dans cette serre, au pied d'un théier, Camellia sinensis, c'est son petit nom scientifique. C'est pas du tout l'idée qu'on se fait du théier. Alors il n'est pas loin d'un cocailler, ou d'un, je sais pas si on dit cocailler, un arbre à coca qui lui vient des Andes et du Pérou. Évidemment, beaucoup de monde, j'allais dire, dans cette serre qui vient d'un peu partout sur la planète. Et donc ce fameux thé, Katia Astafiev, aurait été volé aux Chinois par un espion britannique. Voilà, alors là, c'est une histoire assez passionnante. C'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Robert Fortune. Donc, c'est un Britannique qui, effectivement, est parti en Chine pour aller observer les Chinois, comment ils cultivaient le thé, pour aller un peu percer leur secret de fabrication et, même plus que ça, voler carrément des pieds de thé pour amener les meilleurs théiers dans les colonies indiennes pour que les Anglais aient du thé de meilleure qualité. Voilà. On est à quelle période ? Alors on est en 1848. Alors Robert Fortune était déjà parti en Chine, il avait fait un grand voyage de 3 années, ça s'était bien passé, il était revenu, il avait publié un récit de voyage assez passionnant, il avait rapporté un certain nombre de nouvelles espèces de plantes qu'on ne connaissait pas en Europe à l'époque, et donc c'était l'aventurier tout trouvé pour aller un peu percer le secret du thé chez les Chinois. Pour autant, lorsque ce personnage part en Chine, c'est dans l'intention très précise de ramener du thé. Oui, alors là vraiment, il est missionné pour ça. Alors même, il trouve d'autres plantes en passant, voilà. Mais effectivement, ça c'est sa principale mission, c'est aller observer le thé. Alors ce qui m'intéresse aussi moi dans tout ça, c'est aussi ce personnage qui finalement est assez extraordinaire. Robert Fortune, donc part déjà en Chine à une époque où c'est pas facile pour un Européen. Les Européens sont pas trop bien vus à l'époque. Il y a eu la guerre de l'opium, donc les Anglais sont pas trop copains avec les Chinois. Donc il doit se faire discret. Et la meilleure façon qu'il a trouvée pour se faire le plus discret possible, voilà, c'est de se déguiser. Alors il s'est déguisé en mandarin. Alors il fallait oser, mais voilà. Donc il a demandé. Il avait 2 guides en fait avec lui parce que bon, par contre, il parlait pas le chinois, donc c'était un peu compliqué pour se déplacer. Surtout pas en mandarin, oui. Voilà. Donc du coup, il avait 2 personnes avec lui qui l'accompagnaient. Et c'est un de ses guides qui lui a rasé les côtés du crâne. Alors il raconte ça sur un ton assez amusant, parce qu'il a un peu écorché le cuir chevelu en même temps. Donc il s'est fait une grande tresse aussi, comme les Chinois, et il s'habillait comme la tenue locale, et il essayait comme ça de passer inaperçu. Alors c'est assez rigolo, comme il raconte ça. Alors des fois, les gens le regardaient, peut-être un peu douteux, en disant mais qui est ce personnage ? Et il répondait toujours la même chose. Je suis un personnage, je viens d'une région au-delà de la Grande Muraille. Voilà, donc c'était voilà, le mandarin qui venait d'un pays au-delà de la Grande Muraille. Il disait ça à tout le monde. Et là, il est resté combien de temps en Chine et combien de temps a duré sa mission ? Donc Robert Fortune est resté quelques mois en Chine, le temps de traverser différentes régions pour aller dans les coins qui l'intéressaient le plus, pour ramener ses pieds de thé. Comment vous avez travaillé sur un tel personnage, Katia Astafiev, pour le livre L'aventure extraordinaire des plantes L'aventure extraordinaire des plantes voyageuses. Donc, c'est la première histoire que vous racontez, une des 10. Voilà, alors j'ai dû faire beaucoup de bibliographie, évidemment, pour me renseigner sur l'histoire de ces plantes. Donc j'ai lu, par exemple, Robert Fortune, j'ai lu ses récits, puisqu'ils sont publiés, et ils sont même traduits. Donc on peut encore les trouver aujourd'hui, ils sont passionnants. Donc La route du thé, notamment. Donc on peut trouver ce livre, donc là où il raconte un peu toutes ces péripéties. Et puis on trouve des fois des ouvrages anciens, pas mal d'ouvrages anciens d'ailleurs, qu'on va trouver sur Gallica ou Google Book, des livres anciens numérisés avec sa biographie, des choses comme ça. Puis j'ai aussi trouvé des articles aussi plus récents sur le thé aujourd'hui. Enfin voilà. En tout cas, c'est beaucoup de travail. On imagine. Vous êtes vous-même buveuse de thé ? J'aime bien le thé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, après une thé d'aventure, vous-même, vous avez voyagé à travers ce personnage, Robert Fortune, pour la rédaction de ce livre ? Est-ce que
Est-ce que vous appréhendez, est-ce que vous savourez le thé autrement aujourd'hui? Oui. C'est vrai que maintenant, il y a des plantes avant auxquelles je ne faisais pas plus attention que ça, enfin comme tout le monde. Et puis maintenant, quand je bois un bon thé, je me dis, ah oui, quand même, peut-être que Robert Fortune a quelque chose à voir dans tout ça. Avec la bonne fortune de nous faire découvrir Voilà. ce thé-là. Puis je suis allée en Chine, justement, dans certains coins où il a dû passer, dans le Yunnan, où on peut voir les cultures de thé et puis comment est produit le thé là-bas. Grosse galette de thé, hein, c'est pas les petits sachets de thé qu'on trouve chez nous, c'est vraiment du thé de très mauvaise qualité. Généralement, les petits sachets qu'on a au supermarché, c'est pas le meilleur thé qu'on puisse trouver. Alors, on va rester dans cette serre avec vous, Katia Astafiev, ici au Jardin Botanique. On va juste faire le tour. On va changer de côté parce qu'il y a une autre histoire. C'est la numéro 5 parmi ces 10 histoires de votre livre, L'aventure extraordinaire des plantes voyageuses. Alors, moi, j'aime beaucoup vos titres parce qu'on sent que ça raconte une histoire à lui tout seul. Cette fois-ci, ça s'appelle Success Story d'un arbre d'Amazonie qui servira à fabriquer des bonnets de bain, des tubes urinaires et des costumes moulants. On va parler caoutchouc, c'est ça? Voilà, c'est bien, vous avez trouvé l'arbre à caoutchouc. Donc son petit nom latin, c'est Hevea brasiliensis, puisqu'il vient du Brésil. Donc c'est une plante originaire d'Amérique du Sud, et ça tombe bien, on en a un beau ici dans les serres tropicales à Nancy. Donc vous pouvez voir un petit peu à quoi ressemble cet arbre. Alors, donc c'est l'arbre à caoutchouc, son petit surnom. Et d'ailleurs, on peut le voir très bien sur cet arbre ici. Pour récupérer le caoutchouc, on dit que l'arbre est saigné. Donc on entaille le tronc de l'arbre, on a un petit récipient en dessous, et le liquide blanc, qui est donc un latex, va s'écouler et est récupéré comme ça de cet arbre-là. Alors, le premier Français, on va dire, c'est un Français, un des premiers explorateurs qui l'a observé, il y en a eu d'autres avant, c'est François Fresnault. Donc moi, je m'intéresse un petit peu à ce personnage-là, donc il est parti vivre en Guyane à l'époque, et qui avait déjà remarqué, alors c'est pas le premier, il y avait par exemple la Condamine, qui est beaucoup plus célèbre que lui, qui avait déjà observé une matière élastique un peu caoutchouteuse, comme ça. Puis bon, c'est tout, il avait un peu rapporté cette information, mais voilà, on s'y était pas intéressé plus que ça. Et Fresnault, lui, il avait remarqué, alors lui, il était ingénieur au départ, il devait faire des fortifications, donc c'est autre chose au départ, c'était pas son métier premier, en tout cas la botanique et les sciences naturelles, mais il s'y est vite intéressé. Et il avait remarqué en Amazonie que les Indiens avaient une espèce de matière très caoutchouteuse, un peu élastique comme ça. Par exemple, les enfants jouaient au ballon. Nous, c'est extrêmement banal maintenant de voir des gamins jouer au ballon, mais ils voyaient que les gamins avaient des petites balles en caoutchouc, et ils se demandaient ce que c'était que cette matière quand même assez étonnante. Et donc il a mené sa petite enquête. À un moment, il s'est dit, je veux trouver cet arbre. Bon, donc il s'est documenté. Il a plutôt interviewé les gens sur place, les Indiens. Il est allé voir. Une question que tout à l'heure pour le thé, Oui. Katia Astafiev. On est à quel moment, quelle période? On est en 1747. Donc on est au XVIIIe siècle. Donc on est un siècle avant Robert Fortune. Donc là, on est un peu à une autre époque, un autre continent. Vous voyez, l'idée, c'est un peu aussi de faire un peu le tour du monde. Donc on est en Chine, là on est en Amérique du Sud. On voyage, voilà. Voilà. Et donc François Fresnault mène sa petite enquête. Il fait le détective privé, et il interviewe des Indiens, différentes populations. Il essaie de trouver des témoignages. Des gens lui disent aller à tel endroit, Il descend en pirogue, voilà. Et il cherche l'arbre qui donne cette matière. Et il trouve l'arbre à caoutchouc. Donc il est très heureux de faire cette découverte. Et on rapporte aussi certaines anecdotes, comme quoi il se serait amusé à faire les premières bottes en caoutchouc en versant du latex sur ses chaussures, par exemple. Voilà. Ce qui est quand même extraordinaire en vous écoutant, Katia Astafiev, c'est qu'on est quand même, il y a plus de 200 ans, avec des gens, et on comprend mieux, c'est l'aventure extraordinaire des plantes voyageuses, mais c'est aussi, bien sûr, des portraits de personnages assez hauts en couleur qui eux-mêmes sont des aventuriers et qui n'hésitent pas comme ça à traverser le monde. Et puis en vous écoutant, je me disais, mais tout d'un coup, ce caoutchoucier, ou cet Hevea en tout cas, que l'on a ici devant nous, dans cette serre ici au Jardin Botanique, bon, si on ne sait pas que c'est un Hevea, on ne le devine pas forcément, il faut déjà lire le petit panneau, mais en réalité, en vous écoutant, l'arbre en lui-même, le végétal lui-même prend une toute autre dimension, et on comprend mieux pourquoi Francis Allais, qui a fait la préface de votre livre, parle d'ethnobotanique. Du coup, on crée le lien entre le végétal et puis également ce qui nous a apporté à nous, humanité, en l'occurrence le caoutchouc. Voilà, et là on a un excellent exemple, puisque cet arbre, je le lis dans le titre un petit peu amusant, c'est qu'on fait des tonnes de choses
avec l'EVA. Hein. C'est une matière, on fait les bottes en caoutchouc, les imperméables, les préservatifs, du matériel médical. Il y a des tas et des tas d'utilisations de cette plante. Les pneus, bien évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait sans EVA? Comme on ferait les pneus des voitures, des vélos. En même temps, alors celui-là vient d'Amazonie, c'est aussi une des raisons de la déforestation. Oui, alors ça, c'est un autre problème, effectivement, mais l'EVA, maintenant, est cultivé en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, en Afrique, dans pas mal de régions tropicales. En Thaïlande, il y a des grosses cultures. Voilà. Prochaine histoire tirée de votre livre, L'aventure extraordinaire des plantes voyageuses, Katia Astafiev, une plante que l'on attribue à Nico. On verra que c'est plus compliqué que ça. Ça fume à semaine, en perdrai-je ma peine. Puis j'ai planté un chêne au bout de mon champ, perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps. Ah, l'amour et la haine, ce sont mes enfants, et ce sont mes chaînes, perdrai-je ma peine. Et l'amour et la haine, ce sont mes enfants, perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps. Je serai capitaine de mon bâtiment, tout en haut de chaîne, perdrai-je ma peine. Je serai capitaine de mon bâtiment, perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps. Et le roi et la reine perdront leur manant, mais l'amour m'enchaîne, perdrai-je ma peine. L'amour et la reine perdront leur manant, perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps. J'ai planté un chêne au bout de mon champ, j'ai planté un chêne au bout de mon champ, j'ai planté un chêne au bout de mon champ, perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps. Nous sommes cette fois en pleine forêt tropicale avec vous, Katia Astafiev. Quand je dis forêt tropicale, on pourrait dire, allez, on va dire au Brésil, ça pourrait être ça. Mais évidemment, nous ne sommes que, mais malgré tout, nous sommes dans les serres du Jardin botanique Jean-Marie Pelt à Villers-lès-Nancy. Vous en êtes la directrice adjointe, et on parle avec vous de votre dernier livre paru chez Duno, qui s'appelle L'aventure extraordinaire des plantes voyageuses. Je disais tout à l'heure que c'est aussi le lieu d'origine du tabac. Voilà, alors le tabac, là, c'est aussi une plante qui est très connue depuis très longtemps par les Indiens en Amérique du Sud, mais les Européens l'ont découvert plus tardivement. Alors c'est vrai qu'on associe souvent, généralement, le tabac à Nico, Jean Nico, puisqu'il a laissé son nom à la nicotine. Donc beaucoup de gens pensent que c'est lui qui a rapporté le tabac. Mais en fait, Jean Nico n'a jamais quitté l'Europe. Il a été ambassadeur de France en Espagne et il avait envoyé des pieds de tabac à Catherine de Médicis pour lutter contre ses migraines. Et c'est comme ça qu'on se rappelle surtout de Jean Nico et du tabac. Alors en fait, c'est pas du tout lui qui a rapporté... Avant que vous nous racontiez la suite, Katia Astafiev, je ne résiste pas au plaisir de lire le titre de cette 6e histoire sur les 10 que vous racontez dans votre livre, L'aventure fumeuse d'une herbe pas très catholique découverte au Brésil par un religieux curieux. Voilà, donc effectivement, là, le personnage qui nous intéresse, c'est André TV, donc effectivement, c'était un religieux, très curieux, voilà, ça tombe bien, qui avait été envoyé au Brésil dans la tentative de colonie française de la France antarctique, donc par la période de la Renaissance. Je ne sais pas si vous avez un petit peu entendu parler de ça. En même temps, on remonte le temps. On remonte le temps, là, voilà. Donc là, on est en 1556. Vous avez peut-être lu certains, le roman de Jean-Christophe Ruffin, Rouge Brésil. Ça se passe vraiment dans ce cadre-là. Il y a la colonie française qui s'établit, les Français qui partent, et à bord, il y a d'ailleurs André TV qu'on retrouve
dans son roman. Et donc ce fameux André Tévé, au départ, c'est un simple religieux, mais il s'intéresse vivement aux sciences de la nature, il s'intéresse aux plantes, aux animaux, à la culture locale, il s'intéresse à plein de choses en fait. Et en fait, il reste pas très longtemps parce qu'en final, ça se passe pas très bien. L'ambiance est pas terrible à bord. C'est un peu le début des guerres de religion, donc les gens s'entendent pas trop entre eux. Lui, a priori, il est malade, on sait pas trop ce qu'il a. On peut imaginer une petite tourista ou quelque chose comme ça. Puis comme l'ambiance est pas terrible, qu'il s'entend pas avec le patron et tout de la colonie là-bas, il repart. Finalement, il sera pas resté bien longtemps, mais il ramène des souvenirs et dans ses poches, il a planqué quelques petites feuilles de tabac et c'est comme ça qu'il a rapporté des feuilles de tabac en France. Et il avait même, il laisse un peu des écrits. D'ailleurs, il parle pas forcément bien de Nico, qui déjà il l'accuse de lui avoir volé la vedette déjà sur la découverte du tabac. Mais Voilà. vous rétablissez la vérité Voilà. avec votre livre, Katia Astafiev, L'aventure extraordinaire des plantes voyageuses. On va rester un petit peu sur le tabac. Donc ce religieux, en fait, à l'origine, c'est pas la botanique qui le pousse, mais comme beaucoup, ce sont souvent des érudits aussi qui découvrent des mondes totalement nouveaux. Il faut s'imaginer à cette époque ce que ça peut représenter. Comment est-ce que le tabac en arrive à devenir, j'allais dire, le fléau que l'on connaît aujourd'hui? Alors ça, c'est une bonne question. Alors, Parce qu'au départ, on lui attribue surtout des vertus thérapeutiques. oui, en fait, au départ, c'est vrai que les Indiens déjà l'utilisent depuis très longtemps comme plante médicinale, comme plante pour communiquer avec les esprits dans des cérémonies. Enfin voilà, donc c'est une plante qui a un grand pouvoir, en tout cas auprès des habitants, justement. D'ailleurs, on disait chez eux, fumer, c'est méditer. Voilà. Et puis effectivement, au départ, on pense qu'il y a des vertus médicinales. Il en a certainement, d'ailleurs. Enfin, après, ça dépend comment c'est utilisé et souvent, on s'en rend très bien. Donc. Alors, sur le tabac, Katia Astafiev, une anecdote, par exemple. Alors, une anecdote un peu amusante, si on veut. Ça, c'est une découverte récente. Alors, il y a des scientifiques, en 2015, qui se sont amusés à étudier les pipes de Shakespeare. Donc Il y a vraiment des gens qui n'ont rien d'autre à faire. Voilà, c'est original, voilà. Donc ils ont parce que Shakespeare était un grand fumeur de pipes et certains se sont demandé peut-être est-ce qu'il fumait des choses qui faisaient que ça l'a aidé à devenir Avoir beaucoup d'inspiration. ce personnage, un des plus grands poètes du monde. Et effectivement, on a trouvé donc du tabac, bien sûr, dans les pipes de Shakespeare, mais également du cannabis. Voilà. Bon, on n'en dira pas davantage. On rappellera quand même, bien sûr, que fumer tue. On va sortir de la serre, Katia Astafiev. Il fait très bon aujourd'hui, ici à Nancy, au Jardin botanique Jean-Marie Pelt. Prochaine histoire, on ne pourra évidemment pas toutes les évoquer. Voilà, citez-nous la prochaine histoire dont on va parler. J'ai envie de vous parler de l'aventure rock'n'roll d'une pivoine venue de Chine. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Cette fois, on change de milieu, puisque nous sommes ici devant un parterre de pivoine. On change aussi d'époque. Nous sommes en 1925, Katia Astafiev. Alors, ce parterre de pivoine ne comporte pas l'espèce qui fait l'objet d'une des histoires de votre livre, L'aventure extraordinaire des plantes voyageuses, paru chez Duno. Néanmoins, je vais vous parler d'une pivoine. Une pivoine là, qui nous emmène à nouveau en Chine. On a déjà parlé un petit peu du thé de Chine. Là, c'est une région que j'aime assez d'ailleurs, le sud-ouest de la Chine, avec un personnage intéressant aussi qui a découvert une pivoine assez originale. Alors, les pivoines, il y en a beaucoup, des pivoines. Il y a les pivoines dites herbacées, donc les fleurs, et puis les pivoines arbustives, donc sous forme d'arbustes. Et les pivoines herbacées, il y en a un peu partout, on va dire, dans l'hémisphère nord. Les pivoines arbustives, par contre, sont plutôt asiatiques. Et celle-ci, justement, s'appelle pivoine Rocky, puisqu'elle a été découverte par un personnage, encore un personnage haut en couleur, qui s'appelait Joseph Rock. Alors, c'est pour ça que je plaisante un petit peu en disant que c'est une histoire rock'n'roll d'une pivoine de Chine, puisqu'en fait, la vie de ce personnage, je trouve, est assez rock'n'roll, puisque c'est un homme qui a une vie assez passionnante et un peu rocambolesque aussi, si on veut. Donc j'allais dire Robert Fortune, non, c'est plus le même. Donc Joseph Rock, c'est un autre. Voilà, Joseph Rock. Donc au départ, lui, c'est quelqu'un qui est né à Vienne, qui déjà jeune a commencé à faire quelques fugues pour aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Puis dès qu'il a pu, il est parti aux États-Unis. Il a fait des petits boulots et puis il est parti
à Hawaï. Et là, il cherchait un job, il avait une petite annonce, cherche prof de botanique à l'université. Il s'est dit chouette, je postule. Mais bon, sauf qu'il n'y connaissait rien. Donc il s'est fabriqué un faux diplôme, donc c'était quand même un peu culotté. Sauf que à partir, voilà, sauf que il est quand même, il s'y est mis sérieusement. Par contre, avec quand même une capacité de travail énorme, et il est devenu un des plus grands botanistes américains, un des plus grands spécialistes de la flore d'Hawaï. Donc il a vraiment étudié toute l'île. Donc voilà, déjà un travail remarquable. Et puis il est parti en Chine. Donc là, il s'est fait missionner. Il avait une double mission en fait. Il travaillait pour le National Geographic comme reporter et pour l'arboretum de l'université d'Harvard pour aller observer, et découvrir et collecter des nouvelles espèces de plantes. Et il s'est vraiment passionné pour la Chine. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que déjà tout jeune, quand il était ado, il n'y avait pas encore les tablettes pour jouer quand il était petit, donc il apprenait le chinois, comme ça. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous imaginez vos ados apprendre le chinois le soir. C'est plus intéressant que de jouer voilà. sur les tablettes. Voilà. Et donc, il parlait déjà mandarin. Et donc, il était dans une province dans le Yunnan où là, il a sympathisé avec la population locale, qui est le peuple Nasi. Il a publié la première traduction anglais Nasi avec la langue locale. Voilà. Donc déjà, en plus, il était linguiste, botaniste, linguiste, photographe, reporter. Enfin, il a passé 30 ans en Chine. Il a vraiment adoré ce pays. Et donc, en plus, alors lui, il partait, c'était pas discret. Autant on parlait de Robert Fortune, lui, il se déguisait en mandarin. Il fallait surtout pas se faire remarquer. Lui, il partait. Alors, il y avait une caravane de 100 personnes. Il avait des gardiens, des hommes armés, parce qu'en plus, il y avait plein de brigands encore dans la région et tout. Il risquait de se faire tuer tous les jours. Donc, il avait des gardes du corps, on va dire. Puis, il aimait quand même un peu son petit confort, ce qui peut être relatif quand on est au fin fond de la Chine au début du siècle dernier. Mais il avait par exemple sa baignoire gonflable, voilà, pour prendre son petit bain. Il avait son cuisinier qui lui faisait des petits plats viennois. Bon, il avait ses disques d'opéra pour écouter, son gramophone. Il écoutait des disques d'opéra le soir pour changer de la musique chinoise. Donc c'était assez original. Et il a sympathisé avec un prince, une espèce de grand lama, alors qui avait l'air d'être un type super sympa. Il paraît qu'il coupait les oreilles de ses servants qui ne se prosternaient pas devant lui assez vite à son passage. Enfin, en tout cas, Rock a sympathisé avec lui et ce prince l'a hébergé pendant quelques temps chez lui. Et donc, c'était un peu le camp de base pour aller explorer différents coins alentours pour faire de la botanique. Et il avait remarqué que sur la terrasse de la masserie, il y avait une pivoine, une très belle fleur au corps sombre. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette pivoine ? Alors après, là, l'histoire est compliquée. Alors là, j'ai aussi joué au détective. Je ne suis pas sûre d'être arrivée au bout de l'enquête, d'ailleurs, puisqu'il y a plusieurs hypothèses. Alors, il y a des gens qui disent que c'est lui qui a collecté les graines. D'autres disent, bah oui, mais il n'était pas là, donc c'est pas lui. Ça devait être ses copains chinois qui ont collecté des graines pour lui. Enfin, donc, on ne sait pas déjà trop qui les a ramassées, ces graines-là. Et donc, en tout cas, il les avait envoyées à l'arboretum d'Harvard, également dans d'autres jardins botaniques dans le monde entier. Et il n'avait peut-être pas signalé que c'était vraiment une espèce intéressante. À Harvard, par exemple, le directeur l'a planté comme ça dans son jardin, comme une banale plante ornementale, et sans se dire c'est peut-être une espèce nouvelle pour la science. Du coup, il n'avait pas enregistré vraiment les dates d'arrivée et tout ça. Enfin, du coup, on manque un petit peu d'informations. En tout cas, il y a deux hypothèses. Soit c'est vraiment une plante nouvelle, une nouvelle espèce, ou soit c'est une variété cultivée, puisque les Chinois cultivent les pivoines depuis très longtemps. Enfin, en tout cas, elle porte aujourd'hui son nom, c'est la pivoine Rocky. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator. After a while, crocodile. See you later, alligator. After a while, crocodile. Can't you see you're in my way now? Don't you know you can't my style? When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator. Act a wild crocodile. See you later, alligator. Act a wild crocodile. Can't you see you're in my way now? Don't you know you can't my style?
said, I'm sorry, pretty daddy. You know my love is just for you. She said, I'm sorry, pretty daddy. You know my love is just for you. Won't you say that you'll forgive me and say your love for me is true? I said, oh, wait a minute, gator. I know you mean it just for play. I said, wait a minute, gator. I know you mean it just for play. Don't you know you really hurt me? And this is what I have to say. See you later, alligator. After a while, crocodile. See you later, alligator. After a while, crocodile. Can't you see you're in my way now? Don't you know you cramped my style? See you later, alligator. After a while, crocodile. See you later, alligator. So long. That's all. Goodbye. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Katia Astafiev, vous venez de publier un ouvrage intitulé L'aventure extraordinaire des plantes voyageuses chez Duno. On vient bien sûr d'évoquer l'histoire, les différentes histoires. Il y en a 10 qui racontent le lien précisément entre certaines plantes, la découverte de certaines plantes et les aventures de ceux qui les découvrent. Vous-même, quand vous étiez ado, vos copines avaient des posters de chanteurs à leur mur. Vous, c'était Joseph Rock. Voilà, c'est ce que je dis en plaisantant dans le livre, hein, encore un jeu de mots avec Joseph Rock. Et peut-être qu'on compris, c'est un peu mon chouchou dans ce livre. Voilà. Vous êtes vous-même une grande voyageuse. Voilà, j'ai découvert 46 pays, donc c'est pas mal, mais bon, il en reste encore 150. Hein, donc il y a encore de quoi faire. Hein, mais effectivement, j'ai fait un petit tour du monde une année, j'ai pris une année sabbatique, et puis quand je peux, je pars. Comment est-ce qu'on devient directrice adjointe du jardin botanique Jean-Marie Pelt à Villers-lès-Nancy? Alors au départ, j'ai fait des études de biologie et de communication scientifique et technique à l'université de Strasbourg. Donc il y a le côté scientifique avec la biologie et le côté vulgarisation, puisque je m'occupe aussi, entre autres, de la communication, de la programmation culturelle. Voilà. Comment est-ce que vous expliquez, Katia Astafiev, que nos concitoyens manquent peut-être d'attention à l'égard des plantes qui les entourent, de la botanique? Ça reste peut-être bien sûr une science, peut-être parfois un peu complexe à aborder. Alors, je ne suis pas trop pessimiste. Hein. C'est vrai qu'on parle des fois de déconnexion avec la nature, notamment dans les grandes villes. Mais il y a tellement de choses passionnantes avec les plantes, au contact des plantes. Et puis on voit ces derniers temps un regain d'intérêt. On parle beaucoup des arbres, de l'intelligence des plantes. On voit le best-seller là, de l'allemand sur la forêt. Alors après, on est plus ou moins d'accord avec ce qu'il raconte. Mais en tout cas, c'est une chose assez formidable de voir que parler des arbres, ça fascine les gens. On sent un besoin des gens de se rapprocher de la nature. On parle de sylvothérapie, on parle de plein de choses comme ça. Les gens certains refont leur jardin de plus en plus même. Donc en fait, je ne suis pas pessimiste sur une déconnexion totale de l'homme avec la nature. Hein. Alors ce livre, L'aventure extraordinaire des plantes voyageuses, c'est votre 6e ouvrage. Voilà. Donc, je peux vous dire un mot sur le dernier, si vous voulez, hein, puisqu'il a aussi un titre un peu rigolo. Alors, du coup, c'est l'avant-dernier. Oui, c'est l'avant-dernier, oui, plutôt. Ça s'appelle « Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse ». Donc là, c'est un livre totalement autobiographique. Hein, c'est des aventures de voyage aux 4 coins de la planète. Donc là, c'est un petit peu différent. Mais enfin, je passe dans des coins que j'évoque. Hein. Je parlais du Yunnan en Chine. Effectivement, c'est des coins où je suis passée, par exemple. Mais du coup, c'est pas le même genre de livre. Hein. J'ai par exemple un chapitre « Comment survivre au crachat des Chinois ». Bon, c'est moins poétique, mais c'est intéressant aussi. Là, on est plus vraiment dans la botanique. Voilà, c'est très différent. Qu'est-ce qui vous amène à écrire? C'est une vocation? Ça aurait pu être un métier à part entière? C'est une passion, oui. C'est une passion que j'ai depuis pas mal d'années maintenant. L'envie de partager des choses par l'écrit. Je trouve ça intéressant. Ça permet d'approfondir aussi des choses. Hein. Voilà, si je reviens au jardin botanique, on fait des expositions, on fait des visites guidées, on fait plein de choses. Et c'est souvent court, forcément. C'est le principe d'une animation, d'un événement. Le livre, je trouve que ça permet d'approfondir les choses, vraiment de se plonger dans un univers. Et effectivement, si on prend ce livre sur les plantes voyageuses, c'est très documenté. Donc ça permet vraiment d'approfondir un sujet et d'aller beaucoup plus loin pour partager des choses avec les lecteurs. Et puis c'est des choses qui restent aussi, ça qui est intéressant. Oui. Alors, vous avez commencé par une formation
formation en biologie complétée par une formation en communication, on aurait pu imaginer à vous écouter, Katia Astafiev, que vous auriez pu être une littéraire avec ensuite une formation de biologiste. Oui, en fait j'avais hésité même entre faire des études littéraires et scientifiques et comme quoi finalement tout arrive à concorder. Est-ce qu'aujourd'hui le monde scientifique manque de vulgarisateurs et peut-être un peu trop dans l'entre-soi? C'est possible, il y a des très bons vulgarisateurs, il y a beaucoup d'actions, hein. Bon, effectivement, il y a le livre, il y a des expositions, il y a des événements, des expos, des cafés scientifiques. Il y a beaucoup d'efforts en tout cas pour vulgariser. Après, il y a beaucoup de travail pour toucher un large public, hein. On se rend compte souvent que c'est parfois toujours les mêmes qui sont intéressés. Donc effectivement, le travail, c'est d'essayer de faire découvrir les choses à des gens qui naturellement ne viennent pas spontanément à la science ou à la nature. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait le choix aussi avec ce livre de faire quelque chose de plutôt amusant, de léger, même si le contenu scientifique est très sérieux. On est sur un ton plutôt amusant pour faire voyager les gens, les dépayser, les amuser, avec donner aux gens le plaisir de la lecture pour découvrir et apprendre des choses. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Katia Astafiev, directrice adjointe du Jardin botanique Jean-Marie Pelt à Villers-lès-Nancy, où nous sommes, mais aussi, et on l'ignore peut-être un peu plus, et on est ravis de le découvrir, en tout cas, et de le faire découvrir, auteur notamment de ce dernier livre qui vient de paraître chez Duno, L'aventure extraordinaire des plantes voyageuses, avec une préface de Francis Allais. Katia Astafiev, vous êtes plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Oh, plutôt coup de cœur. Voilà, alors coup de cœur, coup de gueule, alors qu'est-ce qu'on peut dire là? On est dans le jardin botanique, on a entendu tout à l'heure les tondeuses passer, alors là on peut se voir agacé par les gens maniaques qui ont une espèce de peur de la nature, qui veulent tout couper, tout tondre, ne pas être envahis par le végétal, alors que c'est ce qu'il y a de plus beau naturellement autour de nous là. Et là, par exemple, on est au jardin botanique, mais c'est quelque chose d'intéressant qu'on voit de plus en plus, même dans des villes. C'est on laisse de plus en plus des espaces naturels, des fauches tardives. On le voit à Nancy, on le voit dans plein de régions maintenant, où on voit quand même une évolution des comportements, une évolution des points de vue aussi sur la nature. Au jardin botanique, quand on a commencé à laisser par exemple des zones de fauches tardives, donc pour laisser justement les bestioles, les plantes se développer tranquillement, on avait des commentaires dans le livre d'or, oh c'est pas assez tondu, oh c'est pas propre. Bon, on le voit beaucoup moins, hein. Donc les gens se sont habitués, les gens prennent conscience un petit peu des choses, et je pense qu'il y a encore des tonnes d'efforts à faire pour vulgariser. J'entends votre enthousiasme, mais je ne le partage pas tout à fait, Oui. Katia. En fait, parce que malgré tout, aujourd'hui, dès au premier rayon de soleil, ça y est, on transforme les gazons en moquettes. On entend partout parler en même temps de l'effondrement de la biodiversité. On sait que les insectes disparaissent. Et alors on remplace évidemment tout ça, on implante des hôtels à insectes, alors qu'on sait que ce dont besoin les insectes, ce sont plutôt des auberges. Et est-ce que le rôle d'un botaniste, d'une directrice adjointe, d'une auteure comme vous, peut aussi inciter nos concitoyens à changer leur regard? On sait que la culture, c'est compliqué à faire changer, hein. C'est compliqué, c'est un travail de longue haleine, mais c'est aussi un peu nos missions dans un jardin botanique, et les missions de toute personne, en tout cas, qui travaille dans la vulgarisation des sciences, que ce soit un scientifique, un médiateur, c'est de partager les connaissances, essayer de prendre conscience des choses aux gens. Là, par exemple, j'ai choisi le livre parce que le point de départ, c'est le plaisir de la lecture, c'est un peu le rêve, c'est le voyage, c'est regarder les plantes autrement, et c'est déjà un départ. Regarder ce qu'il y a autour de nous, faire attention aux petites plantes. Là, on voit, il y a des pissenlits partout. C'est extrêmement banal, un pissenlit. Et pourtant, regardez de plus près. Vous y verrez. Visité par les insectes. Voilà, il y a plein d'insectes autour. Il y a plein de choses, quoi. Donc, alors ça, c'était un coup de cœur, un coup de gueule. Mais attendez, plutôt, compte tenu de ce que je sais de vous, Katia Astafiev, qu'on aurait droit à un coup de cœur.
Un coup de cœur, alors un petit coup de cœur, qu'est-ce que je peux vous dire? Mes dernières lectures, par exemple. Là, justement, on parlait de Francis Allais qui a fait la préface. Là, j'ai relu notamment son livre Éloge de l'arbre. Ça peut être un petit conseil de lecture. C'est très bien écrit, c'est facile à lire, c'est passionnant. Ça s'appelle un retour d'ascenseur. Voilà, exactement. Donc, Il vous a fait votre préface, voilà, vous incitez à lire son livre. Exactement. Il écrit très bien et on apprend des tas de choses et c'est passionnant. Voilà. Quand vous ne voyagez pas, Katia Astafiev, quand vous n'écrivez pas, quand vous ne lisez pas, vous faites quoi? Je m'ennuie. Non, je plaisante. Je travaille beaucoup en fait, puisque déjà le travail au Jardin botanique, c'est un travail extrêmement prenant, puisque il y a aussi beaucoup d'événements, les week-ends, les soirées, une riche programmation. Donc effectivement, l'écriture, ça va être le soir, les week-ends, les voyages pendant les vacances, qui sont toujours trop courtes. Voilà. Donc une fois, j'ai pris une année sabbatique pour justement avoir le temps d'aller un petit peu plus loin, de prendre mon temps. Voilà, je vais faire des randonnées, je lis beaucoup, puisque quand on Alors écrit, justement, on lit à propos, aussi. ce livre-là, c'est votre 6e, L'aventure extraordinaire des plantes voyageuses. Un scoop, quel est le prochain? Ah, c'est top secret. Allez, entre nous, Katia, personne. Il y a des pistes, il y a des pistes, rien de concret, donc je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vous savez que l'ours est une espèce protégée aujourd'hui. Exactement. Donc, il faut changer là aussi de slogan. Vous voyez que la culture s'accroche. Une toute dernière question, Katia Astafiev. Vous ne seriez pas aujourd'hui directrice adjointe du Jardin botanique Jean-Marie Pelt, vous feriez quoi? C'est une bonne question, mais je pense que je travaillerai... alors, il y a plein de choses qui me passionnent, en fait. Donc, dans l'écriture, bien sûr, je serai peut-être linguiste. J'aime les langues. Je serai peut-être journaliste aussi, justement, mais le côté plutôt reporter de terrain, pour aller voir un peu ce qui se passe ailleurs et loin. Merci, Katia Astafiev. Merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre L'aventure extraordinaire des plantes voyageuses qui vient de paraître aux éditions Duno, en vente dans toutes les bonnes librairies que l'on privilégiera au site de vente en ligne, même si on l'y trouve aussi. Vous êtes par ailleurs directrice adjointe du Jardin botanique Jean-Marie Pelt de Villers-lès-Nancy en Meurthe-et-Moselle. Vous avez pu écouter dans l'ordre Sur les sentiers du monde par le groupe Le Trottoir d'en face, paru sur l'album Nulle ombre, sorti en 2015, Le chêne de Gilles Vigneault, interprété ici par les frères et tout aussi québécois Nicolas et Fred Pellerin, paru sur l'album éponyme sorti en 2007, et enfin See You Later Alligator par Bill Haley and the Comets, paru sur la face A du 45 tours sorti en 1956. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.